Voilà, il semble que tout le monde ait pu se connecter. Bienvenue donc dans ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui d'études de faisabilité, qui est donc une clé, et le mot n'est pas trop fort, une clé pour choisir la solution d'entreposage, alors d'entreposage et de préparation de commandes évidemment. En tout cas, une alternative, les alternatives, le choix des alternatives technologiques pour mettre en performance et progresser donc dans nos activités logistiques d'entrepôt, d'usine ou de distribution. Je vais passer pardon, ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Voilà, je passe rapidement le film que vous pourrez voir avec le replay de cette présentation, un petit film institutionnel que vous pouvez retrouver sur notre site internet, mais que vous pouvez également que vous retrouverez également sur la présentation. Nous aurons le plaisir de vous adresser à l'issue du webinaire. Vous aurez à la fois la possibilité de consulter le replay, à la fois la possibilité de récupérer donc les slides de présentation qui sont assez riches, et puis à la fois de nous consulter ou de nous appeler si vous avez besoin donc d'informations complémentaires. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Voilà, quelques mots-clés quand même sur qui nous sommes, Simco Consulting. Donc, notre spécialisation, notre cœur de métier, c'est vraiment la mise en performance de nos entrepôts, d'usines et de distribution. On travaille donc à travers des études de faisabilité. Alors, on mentionne ici études de faisabilité et d'automatisation. On verra que il n'y a pas que l'automatisation dans la vie et que l'automatisation ne s'applique pas à tous les entrepôts et à toutes les activités. Une activité de simulation de flux qui peut être couplée à une étude de faisabilité ou qui peut être indépendante. Tout ce qui est support au projet d'externalisation. Nous travaillons pour des chargeurs pour répondre à des appels d'offres, pour lancer des appels d'offres prestataires logistiques, et nous accompagnons également des prestataires pour répondre à des appels d'offres chargeurs. Et puis depuis le début de l'année, puisque il n'y a pas que la technologie et que l'organisation qui fait progresser, qui met en performance nos outils, on parle également, on assure aussi la formation pour pouvoir faire progresser nos collaborateurs, vos collaborateurs dans les organisations et la montée en puissance. Simco, aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 clients, un peu plus de 2400 projets, 40 années d'expérience, puisque Simco est d'origine italienne. Nous sommes nés à Milan en 1981. Quelques exemples de clients hein, parmi nos 600 clients, des grands, des petits, tout secteur d'activité, voilà, toute taille, et donc pour lesquels nous avons j'allais dire à quasi 100% réalisé donc une étude de faisabilité qui va nous occuper aujourd'hui. Voilà, notre cœur de métier, je vous l'ai dit, c'est la logistique d'entrepôt, d'usine et distribution. C'est 70% de notre chiffre d'affaires. On a 20% sur d'autres activités supply chain qui sont tout ce qui est notion de prévision de vente, optimisation des stocks, etc. On traite évidemment dans le cadre de nos préconisations toute la partie système d'information. TMS, WMS et autres. Et puis donc aujourd'hui, c'est sensiblement 10% de notre chiffre d'affaires qui est consacré à de la formation. Le programme du jour, donc sur cette étude de faisabilité, une petite mise en contexte. Hein, vous avez un petit peu l'habitude de nos webinaires, donc finalement, quels sont nos points d'entrée et pourquoi on se pose la question d'une étude de faisabilité. Quelques slides que je passerai rapidement sur la notion de mode projet, mais c'est important aujourd'hui d'aborder une étude non pas dans son coin et tout seul, mais bien en mode projet avec tous les acteurs qui sont impliqués et concernés par l'étude. Et puis donc ensuite le choix de la solution, et puis donc la validation de la solution. Donc on voit qu'on va procéder un petit peu avec qu'est-ce qui se passe en amont de cette étude et qu'est-ce qui se passe en aval, mais avec un focus quand même sur cette nécessité donc d'aborder cette étude de faisabilité. Le contexte, vous le connaissez puisque vous participez donc à nos webinaires. On a deux items principaux à traiter autour de l'entrepôt et à quoi il sert. Donc, il y a une notion de photo, une notion de film. La photo, c'est figé, c'est une image à l'instant T, c'est le stock. C'est le meilleur stock possible qu'on puisse avoir dans nos entrepôts, soit dans un entrepôt ou dans plusieurs entrepôts, hein, en fonction de leur disposition. Et puis, c'est le film. Comment ça rentre, comment c'est transformé en interne, comment ça sort. Et ces deux éléments qui vont être vraiment
important et majeur, je cherche mon mot, pour vraiment calibrer, donc calibrer les solutions, mettre en place, proposer des solutions qui vont bien et qui correspondent à la fois à vos attentes, à vos produits, à des contraintes de taille, de dimension, de poids, de famille, de code de danger, etc. Et tout à la fois donc au flux, sur du volume, sur du stockage et sur la préparation de commandes. Alors aujourd'hui, évidemment, hein, nos entrepôts sont de plus en plus modernes, nos clients ont des attentes de plus en plus exigeantes, alors que ce soit des clients internes et des clients externes, hein, puisque quand on est sur un entrepôt d'usine, on a des exigences de la part de la partie production. Quand on est sur un entrepôt de distribution, on a des exigences de la part du client final. Et donc, on voit évoluer petit à petit ces notions d'augmentation du nombre de références, on a l'obligation de conserver de la pièce détachée, de la pièce de rechange pendant une dizaine d'années. On a des produits dont les cycles de vie sont de plus en plus rapides. On a besoin de gérer des contrats dates, des numéros de série. On a une augmentation, on a de plus en plus de commandes qui sont plutôt plus petites puisqu'on est plus raisonnable sur la taille. Plus personne ne prend trop de risques à commander trop de produits. Donc on a un nombre de lignes à traiter, il faut aller de plus en plus vite, il faut gérer les urgences, on rentre dans une notion d'omnicanalité. Je ne sais pas si vous avez pu suivre la journée Top Business Supply Chain, où nous avons fait une intervention justement sur l'étude de faisabilité dans le cadre de l'omnicanalité, que vous pouvez trouver en replay d'ailleurs sur les sites internet. Donc on a aujourd'hui donc une évolution, on a des changements de stratégie, on a des cycles de vie qui ralentissent, ce qui amène une nécessité de flexibilité et de réactivité de nos organisations pour répondre à cette augmentation de la complexité opérationnelle, avec deux enjeux principaux qui sont le délai, qui sont la qualité. Évidemment, on va parler du coût puisqu'on ne peut pas tout faire à n'importe quel coût, et qui ont un effet direct sur la réputation, votre réputation, puisque la personne, le client B2C qui passe sa commande et à qui vous promettez la réception du produit sous 24 heures, s'il n'a pas sous 24 heures, va avoir tendance à baisser le nombre d'étoiles que vous allez lui apporter. Si son emballage ou son produit arrive soit abîmé, soit l'emballage un peu percé, soit il sent que c'est un petit peu fragile, pas qualitatif, il va pas hésiter à diminuer votre réputation. Donc voilà, vous avez donc des choses, des éléments aujourd'hui qui sont plutôt moteurs et qui sont plutôt vraiment fondamentaux et à prendre en compte dans les études de mise en performance de nos entreprises. Alors, on répond de deux manières différentes à cette mise en performance. On peut répondre soit par l'amélioration continue, c'est pavé de droite, c'est-à-dire qu'on va avoir des investissements plutôt je veux dire raisonnables, qu'on va plutôt cumuler sur un cycle, sur une planification progressive. On va monter point par point l'amélioration, donc va nous permettre de progresser en faisant des focus spécifiques. Inutile d'entamer trop d'ateliers d'amélioration en simultané parce qu'on ne va pas pouvoir les suivre. L'essentiel étant de cibler, de dire on va plutôt commencer par ça, puisqu'au vu de l'énergie à dépenser par rapport à l'amélioration qu'on va porter, on va planifier, on va dire on commence par ce gros pavé. Et en général, on tombe toujours sur ce qu'on appelle un quick win, c'est-à-dire une action qu'on peut mettre en place assez rapidement et qui peut avoir un bel effet assez rapide et assez direct sur l'amélioration attendue. Et puis, on va avoir un pavé qu'on va appeler innovation. Quand on fait des salons aujourd'hui, quand on regarde tous les systèmes qui existent chez différents fournisseurs, on va aller chercher des produits innovants, on va aller chercher de l'automatisation. Je suis désolé, des voitures passent à côté, pas beaucoup, mais de temps en temps. Le fait est qu'on est aujourd'hui chez un fournisseur, on n'est pas au bureau, et donc on est peut-être dans des situations un petit peu dégradées par rapport à nos webinaires habituels. Voilà, donc je parlais d'investissements, donc des investissements qui peuvent concerner à la fois les bâtiments, qui peuvent soit
en réorganisation, en rénovation. Hein, et de plus en plus, on va rénover aussi des friches pour en faire donc des nouvelles exploitations. On peut partir de bâtiments sur des pages blanches. Et puis, il y a du matériel. On va parler d'automatisation, de mécanisation. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin, quel est l'intérêt finalement d'amener de l'innovation dans le cadre de nos études donc de faisabilité. Ça fait partie en tout cas des scénarios qu'on va pouvoir étudier quand on va travailler sur vos données. Alors un petit slide que vous aurez l'occasion de parcourir hein, de manière plus, plus raisonnable en termes de temps. C'est plutôt des conseils sur ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est sur une étude de faisabilité, il ne faut pas rester tout seul, ce que j'ai dit tout à l'heure, devant sa page, devant ses données, en disant bah, tiens, on va faire ça, etc. Il faut vraiment qu'on ait une équipe complète, que toutes les fonctions de l'entreprise soient impliquées, ou tout au moins toutes les fonctions concernées par le business, y compris les clients internes en aval et en amont, y compris les clients externes si besoin. En tout cas, il faut toujours avoir à l'esprit, c'est Free Supply Chain, la vision et le besoin client final. L'idée, c'est pas non plus de faire une visite chez un fournisseur ou chez un client et dire ah il a fait ça, c'est bien, je vais mettre en place la même chose. Non, c'est pas forcément du 1 pour 1. Il va falloir adapter en fonction donc ce que je disais tout à l'heure, donc des volumes, etc. Donc voilà, vous avez quelques conseils peut-être de travers à éviter de manière à pouvoir rentrer dans un sujet qui est beaucoup plus construit et une étude de faisabilité qui va prendre en compte beaucoup plus d'hypothèses. Alors nous, la démarche qu'on a, cette étude de faisabilité, on commence toujours par ça pour le compte de nos clients, c'est-à-dire que on fait cette étude qu'on va développer ici, et ensuite on est capable de proposer, ou on propose à nos clients de les accompagner sur la phase d'accomplissement, c'est-à-dire que on évite le yaka faucon. On vous dit voilà ce qu'il faut faire et derrière on part en courant. Non, on va l'accompagner sur le projet détail. On a plusieurs scénarios qui se présentent avec des critères de sélection. On va le voir tout à l'heure. Bien comment est-ce que derrière on peut transformer en projet détail ou là on va par rapport à un macro, une vision macro, on va dire bah, là, attention, il faut faire attention à telle porte de secours, à telle area, à telle implantation, au chemin, etc. On va rentrer plus dans le détail donc des unités également. Et puis ensuite, on s'est accompagné nos clients sur les phases d'achat, de mise en œuvre et de démarrage. C'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais en tout cas, sachez qu'on sait le faire et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un ratio de 1 pour 4 entre le nombre de clients et le nombre de projets réalisés. Puisque à la fois nos clients reviennent nous voir pour des nouvelles études de faisabilité et à la fois ils nous demandent de les accompagner bien souvent dans la mise en œuvre. Alors, cette étude de faisabilité, elle se découpe en plusieurs blocs. On va passer beaucoup de temps sur l'analyse de données, des flux, vos flux, entrées, sorties, flux internes, les flux retours, à ne pas l'oublier, les niveaux de stock, tout ce qui va être organisation, coût actuel, RH, matériel. Alors, avant, on appelait ça peut-être un audit. On ne va pas rentrer dans un détail d'audit, mais en tout cas, on va analyser, comprendre votre flux et revenir vous voir avec ce qu'on appelle un livrable qui s'appelle un rapport de gel de données pour pouvoir vraiment figer la situation et dire voilà ce qu'on a compris de votre activité. Et puis derrière, ça c'est l'existant, c'est la description de l'existant. Derrière, on va appliquer une notion de stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est dire le board du groupe a décidé d'aller vers telle activité, d'aller décider de segmenter le marché, de décider de dire bah, on va développer plutôt du e-commerce ou on va plutôt développer du grossiste ou on va développer à l'international. Donc, bien nous, on prend ces notions et on dit bah, c'est quoi l'impact finalement pour le futur de l'entreprise? Est-ce que ça va doubler l'activité? Est-ce qu'on va plutôt doubler les petites préparations? Donc, c'est un petit volume mais qui demande beaucoup de temps parce que c'est du e-commerce par exemple. Est-ce qu'on va doubler l'activité overseas qui est ben, l'impact sur la logistique, ben, pas grand-chose puisqu'on
on fait, alors c'est un exemple, hein, mais on fait de la production donc en make to order, on sort des palettes complètes qui vont être alors soit mises directement dans les conteneurs, soit dépotées dans les conteneurs, et on n'a pas d'autre enjeu. Et donc, on n'a forcément pas la même ressource à déployer, les mêmes moyens, etc., la même stratégie. Donc, on va cette stratégie la dupliquer, la transformer en tactique opérationnelle. Et puis derrière, une fois qu'on a avalé à la fois les données de base et la stratégie, on voit cet impact et ces volumes à 5 ans ou 10 ans, on va mettre en place, analyser des besoins, mettre en place donc différents scénarios sur lesquels on va venir étoffer à la fois des plans financiers, à la fois donc des plans d'organisation, prendre le recul par rapport à des fournisseurs, puisqu'on va plutôt parler en technologie plus qu'en fournisseur, on n'est pas encore en train de parler de fournisseurs, et avec vous faire bénéficier de nos expériences justement de connaissances de différentes technologies. On ira chercher celle qui va bien, on vous dira si celle-ci elle s'adapte, mais si vous changez un mix produit, si vos produits augmentent un petit peu en termes de volume, ou si il y a des rotations qui se font un petit peu plus fortes, etc., bah, ce ne sera pas forcément le même fournisseur qu'on va aller chercher. Et donc, voilà, nous, l'avantage que vous avez de vous adresser à un cabinet comme Simco, c'est bien de prendre le recul et de ne pas être en face à face avec un fournisseur qui forcément va vous vendre sa solution parce que c'est la meilleure et c'est la mieux adaptée. Et je dis ça en respectant les fournisseurs puisque nous sommes aujourd'hui chez un fournisseur. Alors, le mode projet est important quand on va adapter. Je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas aborder une étude de faisabilité tout seul. Il faut avoir une équipe qui soit mixte, qui soit complémentaire. Il faut avoir un sponsor du projet. Et puis, il faut des participants des deux côtés dans chaque service. Alors, nous, on arrive en support. Si vous le faites en interne, ben, il faut avoir des gens de tout niveau, mais des gens qui connaissent et qui sachent de quoi ils parlent en termes de système d'information, en termes de fonctionnement régulier, en termes d'approvisionnement, etc. Donc, il faut avoir ce groupe projet en place et surtout, il faut avoir une vision. C'est-à-dire que vers quoi je tends finalement quand je fais mon étude de faisabilité, je ne peux pas me contenter d'analyser mon historique et mes données, il faut les projeter justement en organisation. Et donc, pour ça, il faut avoir une équipe qui soit relativement complète dans notre projet. Et puis, vous allez avoir à prendre des éléments internes. C'est quoi votre politique de production? Est-ce qu'elle va évoluer? C'est quoi vos modes de distribution? Est-ce qu'ils vont évoluer? Est-ce qu'on ouvre vers plus de canaux? C'est quoi mes données et mes exigences en termes de niveau de service, en termes de nombre de références, en termes d'optimisation de coûts, etc. Il y a une notion de stratégie aussi des entreprises à tenir en compte. Hein, votre gouvernance vous aiguille pour savoir si bah, la stratégie d'entreprise, c'est plutôt coûte que coûte d'augmenter un peu de marge, ou si c'est peut-être à un moment donné, peut-être de savoir diminuer la marge, mais d'avoir des organisations plus respectueuses en termes d'environnement, de RSE, etc. Donc, chaque entreprise aura ses objectifs différents et avec les mêmes données, dans deux entreprises, en fonction des besoins et des stratégies, on peut avoir deux solutions ou plusieurs solutions différentes. En tout cas, on ne va pas forcément préconiser la même. Et puis, donc, on a cette politique de planification d'approvisionnement qui vient aussi entrer en compte, puisque si vous sortez de production ou si vous achetez 3000 palettes par an, vous allez calibrer votre besoin différemment si vous achetez 10 fois 300 palettes ou 30 fois 10 palettes, parce qu'à chaque fois, c'est soit 10, soit 30 palettes à mettre en stock. Il y a aussi des éléments externes à prendre en compte quand on fait cette étude de faisabilité. Bah, c'est toute la partie physique. Quel est le contexte? Dans quel bâtiment? Dans quelle dimension? Est-ce que je suis limité? Est-ce que j'ai des exigences externes du type coupe-feu, porte-coupe-feu, tout ce qui va être répondre à la législation, les CPE, etc. Donc tout ça, vous allez forcément le collecter, les besoins aussi des différentes étapes. Est-ce que je dois étiqueter, mettre un BL ou un flyer dans un carton avant sa fermeture? Est-ce que le carton, j'ai le droit de le scotcher? Est-ce qu'il vaut plutôt mieux le farder? Est-ce que je vais plutôt faire du thermoformage, etc. Donc, et qu'est-ce que je mets à l'intérieur pour caler mes produits? Donc tout ça, il faut forcément se
poser la question. Il faut regarder comment on fonctionne aujourd'hui, quelles sont les attentes et les données d'entrée donc des fournisseurs, des sous-traitants, de la prod et autres. Et puis donc prendre en compte toutes ces procédures d'exploitation, ces flux d'informations que vous avez dans l'entreprise, de manière à pouvoir être complet, exhaustif dans l'analyse du besoin. Et puis derrière, donc, on va développer, enfin, on y arrive, j'allais dire, cette étude de faisabilité avec donc une notion de base de données qui est importante, avec des solutions alternatives qu'on va développer de manière à pouvoir identifier la solution optimale avec des livrables. Je vais parler tout à l'heure du livrable de gel de rapport de données. On a un livrable qui concerne les solutions alternatives et on a un livrable final qui va reprendre les solutions, estimer des enveloppes d'investissement. Alors, jusqu'à présent, on avait tendance à être à plus ou moins 15%, peut-être même à peine. Depuis le début de l'année, on comprend que on est obligé de remettre à jour avec les fournisseurs donc des coûts moyens parce qu'il y a une inflation qu'on ne maîtrise pas malheureusement. Vérifier des délais aussi, puisque l'idée aussi d'une étude de faisabilité, c'est dire qu'est-ce que je veux faire, mais quand est-ce que je vais le faire et quand est-ce que je peux le mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. Et c'est également quelles sont les contraintes de mise en œuvre et comment je dois m'organiser. L'idée, c'est de trouver la solution optimale et donc nous avons un livrable avec donc un rapport final. Alors, dans l'étude de faisabilité, forcément, il y a une analyse de flux, donc il y a toutes ces notions de requêtes et de besoins à acquérir. Et donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait une étude de faisabilité? Est-ce que c'est pour fonctionner mieux à isopérimètre? Est-ce que c'est pour prendre en compte une augmentation des volumes? Oui, mais quel volume? J'en parlais tout à l'heure, du e-commerce, de l'overseas, plus de produits dans la gamme, etc. Donc, tout ça, on va forcément en tenir compte dans notre étude. Et dans toutes les zones d'intervention, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a quelque chose qui bouge, où il y a un flux, que ce soit flux physique ou flux d'information, il faut qu'on soit là, qu'on observe et qu'on regarde et qu'on dise demain qu'est-ce qu'on fait de ce flux. C'est la manutention interne, c'est du stockage, du déchargement de camion ou du chargement de camion, la préparation de commandes, de l'emballage, du kitting, des OF, des zones de tri, des zones de regroupement, etc. Donc tout ça, il faut forcément le prendre en compte pour avoir vraiment une étude de faisabilité enfin, complète, la plus complète possible. Et on arrive sur cette notion de données, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est comment est-ce que je traite des données. Aujourd'hui, on nous parle de bases de données, on nous parle de big data, on nous parle d'intelligence artificielle, on nous parle de ce qu'on appelle du machine learning. L'idée ici, c'est vraiment de collecter vos données. Pourquoi? Parce qu'en général, vous allez beaucoup focuser sur le code produit, sa désignation, éventuellement, vous allez être sur des poids. La taille, c'est peut-être moins important parce que le poids, c'est important pour déclarer le transport. La taille, bof, pas trop. La partie conditionnement, est-ce que c'est par lot de 5? Est-ce que c'est des cartons de 10, de 20, de 30? Combien on met sur une palette, etc. Beaucoup de clients ont quelques données, des esquisses de fiches articles, de tables articles dans leur ERP. Et dès l'instant où on a soit une petite implémentation WMS, donc Warehouse Management System, ou gestion d'entrepôt, où on a d'autres WMS, mais à titre modeste, entre guillemets, et que les données sont pas obligatoires, vous n'allez pas forcément, et c'est historique, hein, et c'est valable, vous ne sentez pas seul, c'est valable dans beaucoup d'entreprises, vous n'allez pas forcément avoir tous les éléments pour faire cette étude de faisabilité. L'idée du traitement de données, c'est de dire, je récupère des données de gestion, des unités, des nombres, en unités de manutention. J'en mets combien dans un colis? Est-ce que si un client m'en commande 10, ça correspond à 2 colis de 5? Est-ce que si un client m'en commande 500, ça correspond à 2 palettes de 250, ou une palette de 500, ou une demi-palette de... je ne sais plus combien je vous ai dit sur la quantité. Enfin bref, donc le nombre d'unités de manutention. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on va vraiment creuser beaucoup vos data. Alors, c'est pas vous qui allez les transformer, c'est bien nous, mais on a besoin de vous pour les collecter, pour être le plus exhaustif possible. Des numéros de commande, des lignes de commande, des quantités, des articles, dans quel camion ça part, comment c'est arrivé, etc. Donc tout ça, flux entrant, flux interne, flux d'expédition,
et on analyse des pics, des activités, on corrige si besoin et derrière on revient encore une fois vous voir en disant voilà ce qu'on a compris de votre activité et voilà ce qu'on veut faire. Donc voilà comment on cible et voilà ce sur quoi on va appliquer la stratégie de manière à pouvoir avoir cette cible et cette projection de flux en termes de nombre d'unités, de nombre de lignes par pièce, de nombre de lignes par commande, de canaux de distribution, de notions d'approvisionnement, de politique de production, de taux de service, etc. Plutôt des nouveaux clients, hein, puisque quand on augmente une activité, est-ce qu'on va chercher des nouveaux clients? Est-ce qu'on va chercher des nouvelles références? Est-ce qu'on va chercher le même nombre de commandes, mais on met plus de lignes dedans, ou le même nombre de commandes et de lignes de commande et qu'on met plus de produits à chaque fois? Donc tout ça, c'est des questions qui forcément amènent sur des technologies qui peuvent être potentiellement différentes. Et c'est nos données du projet, et j'insiste beaucoup sur ce tableau, euh, parce que c'est là-dessus qu'on passe beaucoup de temps, et il y a toujours un peu cette phase où on analyse, on a besoin de données complémentaires, donc on appelle le client, etc. Donc on essaye de le plus exhaustif possible, et le client nous dit oui, bah, elle arrive quand ma cartographie et mon gel de données, et en fait, on a vraiment besoin de comprendre, et c'est en travaillant ces données qu'on commence à imaginer aussi ce que pourraient être des solutions. Ça veut dire aussi qu'il faut que les données soient correctes et qu'elles soient complètes. Malheureusement, on passe à travers beaucoup de choses parce que il y a des fois des données qui sont soit erronées, soit effectivement qui sont manquantes dans le système. Cette étude de faisabilité, elle va donner quoi? On va donc travailler des données, on va appliquer la stratégie et on va avoir une notion de qu'est-ce que je peux appliquer demain comme organisation dans mon activité, dans mon périmètre sur lequel je me suis focalisé. Parmi les livrables et parmi les outils qu'on peut utiliser, alors évidemment, il y a ces notions de cartographie, de flux, de processus, il y a des notions de VSM, il y a des prises de temps possibles, hein, puisque on a besoin de savoir si aujourd'hui on met plutôt 10 secondes ou 37 secondes pour sortir un colis du fond d'une palette et pour le mettre dans un colis de préparation. Euh, on va travailler sur ce qu'on appelle les layouts, hein, donc les implantations, hein, le plan finalement qui est en mode DWG, je pense que ça vous parle, c'est sur des outils donc, de création graphique. On va avoir une courbe, on va le voir tout à l'heure, donc où on va comparer donc tout ce qui est coût et bénéfice de la solution. Et puis, si nécessaire, on a également deux outils de simulation de flux qui vont nous permettre de reproduire une organisation avec des nouveaux points d'entrée ou avec des progressions d'évolution. Euh, et qui vont aller agir en qualité de preuve de concept sur les solutions que nous aurons préconisées. Les entrées, les données d'entrée, il y a les data évidemment, on l'a vu, hein, il y a la description des articles, la description de comment ça rentre, de comment ça sort, il y a le déroulé de la journée, les analyses donc ABC qu'on va réaliser, on va aller chercher les pics, les saisonnalités, les couvertures de stock, les analyses des poids, etc. Et donc là aussi, hein, on a besoin de données fermes quand un décideur vient nous solliciter pour une étude et qu'on lui pose la question, ben, tel type de produit, vous en sortez combien par heure? Ben là, il va pas savoir, il va commencer à se renseigner, il va appeler un premier chef d'équipe qui va dire, ben, on en fait 15 par heure, puis il va croiser au café un deuxième qui va dire, ben non, on en fait 12, ou c'est plutôt 18, ou ben non, on a des soucis, on en fait 3. Voilà, donc tout ça, c'est quand on a la réponse ou même 10,2 ou 10,5, ça peut donner des résultats différents en fonction du volume finalement du business à traiter. Donc, c'est important d'avoir de la donnée juste et équitable. Et donc, quand on fait ces données, derrière, on va analyser, avec ces flux et ces volumes, on va analyser donc la partie stock, hein, je le disais, le nombre de références à gérer notamment. On va générer la typologie aussi des produits. C'est dans les technologies disponibles, on a des stockages sélectifs ou densifiés. Ça veut dire que soit on a du produit entre guillemets neutre, plutôt des grandes séries de même référence, et donc on va pouvoir stocker ensemble toutes ces palettes, soit on va plutôt devoir gérer des numéros de lot à prélever, des numéros de série ou des choses comme ça, et auquel cas on va plutôt avoir des palettes qui doivent être enfin, accessibles le plus facilement possible, ce qui veut dire que on va pas aller chercher du stockage densifié, mais plutôt du stockage sélectif type rack ou autre.
On va distinguer également dans l'étude de faisabilité deux approches qui sont les unités de manutention légère ou les charges volumineuses. Autrement dit, colis, palette. On ne raisonne pas de la même manière si on est sur les colis et sur la palette, même si le colis vient de la palette, et il y a des notions de réappro aujourd'hui. Mais en tout cas, on va devoir le traiter séparément et traiter sa reconsolidation aussi, puisque à un moment donné, le colis doit partir avec la charge volumineuse. Et donc, on va traiter cette partie-là. La réponse va être de la plus traditionnelle à la plus automatisée. C'est un peu ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est que on va vous répondre avec trois scénarios possibles et avec des grilles d'évaluation de ces scénarios. Donc, du plus traditionnel à la plus automatisée, et on va voir derrière, j'ai 2-3 slides qui nous permettent de penser, de dire, mais c'est quoi une technologie automatisée aujourd'hui par rapport à une solution traditionnelle. Et puis, on a des technologies disponibles, donc avec cette notion de stockage sélectif ou densifié, de manutention manuelle ou automatisée, et puis donc de système d'information, hein, les briques complémentaires. Donc tout ça rentre en compte dans notre étude de faisabilité, de manière à pouvoir, encore une fois, être le plus exhaustif possible et ne pas passer à côté d'une solution. Alors, si on parle de stockage et stockage charge volumineuse, hein, cette fois, vous avez un tableau ici qui va de la solution la plus traditionnelle à la plus automatisée, en horizontal et en vertical, du stockage sélectif vers du stockage densifié. Voilà, donc on n'est pas exhaustif évidemment, mais on a les différentes technologies du marché qui sont affichées ici. Encore une fois, la plus traditionnelle, hein, le rack, de manière assez classique, alors qu'on peut mettre auto-guidé, hein, c'est le LGV qu'on retrouve pardon, dans la partie solution automatisée, il n'y a pas la photo, mais on le retrouve. Donc on va chercher, ou alors on a du rack tridirectionnel, donc on va chercher à comparer du traditionnel où c'est les gens qui vont conduire les chariots avec l'automatisé où l'idée c'est de passer soit par un convoyeur, soit des chariots autonomes de manière à pouvoir alléger notre contrainte de masse salariale, non pas qu'on veuille faire absolument des économies de salaire, mais simplement qu'il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent travailler aujourd'hui dans ces activités, donc dans ce reposage, et donc on doit être moins dépendant de la main-d'œuvre. Dans les systèmes automatisés, on voit ici, on a des notions de transstockeur, on a des notions donc de simple multiprofondeur, on a des notions de drive-in, hein, qui sont donc les racks dans lesquels donc les racks à accumulation, de shuttle, donc de shuttle plus donc les systèmes automatisés, etc. Donc on a un panel de solutions intéressants. Et si on regarde la même chose en charge légère, eh bien, on retrouve du tiroir, on retrouve de l'étagère verticale, on retrouve du casier dynamique, et puis donc on a des solutions automatisées, évidemment, le magasin rotatif horizontal, c'est pour les solutions sélectives, les systèmes automatisés de stockage rotatif vertical, et puis le multi-shuttle, le mini-node, l'autostore d'Exotech. Alors on cite ici deux fournisseurs potentiels. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont les seuls à maîtriser leur technologie aujourd'hui. Une fois qu'on a stocké et qu'on a analysé la compatibilité, pourquoi? Parce que ce qui fait finalement ce qui fait le calibrage de ces outils, c'est dire en termes de stockage, c'est je dispose de combien de mètres carrés pour mettre mes stocks et j'ai combien de palettes à mettre dessus. Et en fonction, si on est plutôt en sélectif ou non, hein, en cumulé, ben on va savoir identifier ou dire bah non, c'est pas possible, je suis obligé de sortir de l'entrepôt, ou au contraire, non, je gagne 50% de place. Donc c'est une approche qu'on va faire sur la partie stockage, et maintenant on l'a fait sur la partie préparation de commande. Puisque de la plus manuelle à la plus automatisée, on a différentes options, on a des solutions intermédiaires, mais voilà, donc on démarre par le traditionnel man to good, pardon, où c'est l'homme qui va à la marchandise. Hein, c'est un opérateur qui se balade dans son entrepôt avec son engin de manutention. Le goods to man, où l'opérateur ne bouge plus,
tout au moins pendant une certaine plage horaire de l'entrepôt de la journée, puisqu'après, donc, on va devoir faire changer un peu les effectifs quand on est sur des postes goods to man. Voilà, donc de l'étagère mobile, préparation à gare, de l'autostore, etc., du système de tri. Et puis on va jusqu'au goods to robot. Le goods to robot, c'est non seulement je fais du goods to man, mais à la place de mettre un homme, à la sortie, je mets un robot. Et donc le goods to robot, c'est je prends les pièces et je les mets dans un carton qui part derrière en colisage, puisqu'évidemment, il ne faut pas oublier la fin ligne, hein, tout ce qui est contrôle pesé, dépose de flyers, colisage, fermeture du colis, étiquetage, etc. Et puis on a donc ici, on voit des outils d'aide à la préparation avec du voice picking, notamment avec du pick to light et autres, donc qui vont nous simplifier finalement, assister l'opérateur dans ses tâches. N'oublions pas dans l'étude de faisabilité la partie donc système d'information qui est importante aussi et qui peut nous aider à travers donc à faciliter la prise de rendez-vous, à faire un véritable ordonnancement en termes d'affectation de mission, en termes de lancement de vagues de préparation. On a des hubs, du cross-docking, gestion des quais, etc. Donc, et la gestion même, la gestion des adresses, chose que vous ne pouvez pas vraiment faire si ce n'est en dérivant une case de commentaires dans un ERP associé à l'article. Vous dites chouette, je vais pouvoir mettre mon adresse, mais cette adresse, voilà, on ne la gère pas aujourd'hui en tant que telle, en tant qu'adresse dans les systèmes d'information. Je vous disais tout à l'heure, cette étude de faisabilité va pouvoir sortir plusieurs scénarios. En général, on en fait 3, encore une fois, manuel, automatisé, puis semi-manuel, semi-automatisé. On n'hésitera pas à vous dire non, il n'y a pas d'automatisation possible sur cette étude, puisqu'on a non seulement une notion de calcul de retour sur investissement, mais en plus, on a aussi ces contraintes produits. Des produits qui tournent beaucoup, une forte rotation, on ne va pas aller les mettre dans les systèmes automatisés. On a tout aussi vite fait de les laisser peut-être aménager un peu de poste de travail pour mettre des palettes en hauteur ou quoi que ce soit, mais en tout cas, de fonctionner directement avec ces produits-là. On est aussi des fois sur des investissements qui sont notions qu'on va appeler de forcés, parce que la législation évolue, parce que je dois mettre du coupe-feu un peu plus régulièrement, parce que il y a eu un accident il y a quelques temps, et donc il y a une jurisprudence qui dit on ne gerbe pas les palettes à seul plus 2, etc. Donc tout ça, on va devoir forcément le prendre en compte. Et à l'inverse, il ne faut pas considérer comme obligatoire l'investissement qui n'est pas, parce qu'on a fait un essai avec tel type d'investissement et derrière, on ne l'a pas forcément préconisé au client. Donc, il faut bien qu'on fasse la part des choses. Qu'on soit réactif et qu'on aille surtout chercher des informations et des impacts sur les autres services de l'entreprise. Une étude de faisabilité, on ne se concentre pas du pôle entrepôt, mais on va chercher les flux et les clients amont, on va chercher les flux et les clients aval, on va chercher une notion verticale de fournisseurs, de sous-traitants, etc., de services support, et on va regarder cette solution que je vais mettre en place, quel est l'impact sur le périmètre des différents services, de manière à pouvoir anticiper ou renoncer à tel ou tel scénario, parce qu'il peut avoir un impact trop important sur les business à côté. Les livrables de l'étude, je vous en parlais tout à l'heure, on a cette notion donc, de gel de données. Hein, je vous exprime comment moi je vois votre activité, cette prise en compte de gel de données avec l'application de la stratégie. Et puis derrière, donc, on a ce qu'on appelle un rapport final dans lequel on va vous décrire les solutions, on va mettre les avantages, inconvénients, les risques en termes de coûts, de calendrier, de mise en œuvre, etc. Ce que le fournisseur est susceptible de vous facturer en plus. Et puis, on va estimer donc une notion de CAPEX. Encore une fois, je ne reviens pas dessus, plus ou moins 15% en temps normal. Une notion d'OPEX, c'est quoi? C'est les coûts d'exploitation, c'est les hommes qui vont tourner dans l'organisation, c'est de la maintenance sur la batterie, sur le système,
c'est voilà tout ce qui va forcément être dépensé. Une évolution sur les compétences du personnel, c'est pour ça qu'on est allé chercher donc une certification Calliope pour devenir organisme de formation, puisque avec l'évolution, les fonctions de chacun vont forcément changer. Le temps de service, donc préliminaire également, hein, on va vous dire, ben voilà, il faut compter 3 mois, 6 mois, 9 mois pour mettre en place la solution. L'impact de la solution avec la vision étendue, on en a parlé, hein, peut-être avec la vision client, évidemment. Tout ce qui va être flexibilité des solutions, tout ce qui va être donc, qualité des solutions, donc avec les forces et des faiblesses. Un exemple ici hein, de layout où donc du plus manuel au plus automatisé sur la base. Alors attention, on a des effets d'échelle, hein, mais sur la base donc d'un même bâtiment. Ici, un exemple de grille de comparaison où on va donc à la fois noter, à la fois mettre des pondérations et des fréquences donc, sur des événements de manière à aller chercher, à prioriser, j'allais dire, les interventions et à prioriser, donc à sélectionner la meilleure offre en fonction des critères, pas forcément celle qui a le plus de points, mais peut-être celle qui va ressortir du lot parce que bah, il y a encore un axe de progression, etc. Et puis on va vous l'indiquer en termes de cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est le cumul des sommes que vous allez dépenser ici dans les 10 ans, entre 2015 et 2025. La première année, on part pas de zéro parce qu'on a des notions d'investissement, ou on part de zéro parce qu'on est en amélioration continue. Et puis ensuite, on va rajouter des coûts, donc peut-être linéaires, peut-être pas, peut-être par step de 50, 100, 200 palettes en termes de capacité, de 3000 palettes. Voilà, donc ici, c'est ces courbes de cash flow qui vont nous permettre, avec donc des éléments très qualitatifs, de décider de la meilleure solution. Voilà, et donc on en fait donc derrière un tableau ici avec ces notions de critères, de grille de pondération, de poids finalement qu'on apporte et on dit bah voilà quelle solution on retient. Et donc je vous disais tout à l'heure, hein, il y a cette notion donc de capex, d'opex, tout ce qui va être analyse critique encore une fois sur des délais de mise en œuvre, sur des risques de caducité du produit, sur la force du fournisseur. Dans les mains, de manière à ce que, à travers ces analyses coûts-avantages, vous puissiez mettre en place une matrice ROI, mais à travers aussi ces analyses. Puis donc, ça va nous permettre donc d'aller tester, d'aller à travers cette simulation, d'aller reproduire en environnement digital ce qu'on veut faire et de vérifier qu'en fonction des cadences, des volumes, du système, etc., on n'a pas donc de bouchons, de bottlenecks qui se perdent quelque part et qui font qu'il y a des opérateurs ou des machines qui restent en attente et puis qui génèrent du retard une fois qu'elles ont les volumes parce que il y a eu des bouchons donc, dans les process en amont. On peut faire également donc, ce qu'on appelle les stress tests, on va voir la différence, et puis donc les analyses de risque, hein, le risk management, qui est un point important aujourd'hui dans nos démonstrations. Alors, cette partie simulation de flux, hein, donc on repart d'un système réel, on vient créer notre modèle de simulation, on le fait tourner plusieurs fois pour vérifier que le scénario qu'on rentre à la base correspond bien à la réalité, et puis ensuite on va le faire tourner autant de fois qu'on veut pour analyser, pour chercher donc différentes solutions et différentes organisations. Et donc, ça permet de savoir si on est plutôt sous-dimensionné, si on est plutôt surdimensionné, et puis d'échanger sur ces courbes d'apprentissage qui sont des fois plus longues que nécessaire. Hein. Attention, un projet de RP, par exemple, peut durer très très longtemps. Ici, on est sur l'étude de faisabilité en fonction de nos clients et des préconisations.
il y a des choses qui peuvent être faites dans 5 mois, dans 4 mois, et puis d'autres qui sont plutôt liées à une démarche de fournisseur et une autre, et qui va être forcément un peu plus lente. L'outil de stress test, c'est quoi? C'est on teste la solution, mais dans des paramètres qui évoluent et qui changent et qui sont des paramètres entre guillemets catastrophes. Mais l'idée, c'est de bien expliquer que on gère vos clients dans nos bases de données, que si ça prend feu, on n'a plus les notions, mais que voilà comment est-ce qu'on peut pardon répondre quand même donc à une augmentation, à un plan de continuité, à une coupure de courant, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on va chercher le système donc et on le met à bout avec en général des probabilités que ça arrive qui sont très faibles, mais au moins on se rassure sur ces notions donc de stress test. Avec des exemples ici où on vient augmenter, on vient saturer, on vient faire ici une inversion. Vous voyez, on part d'une solution qui a 70 palettes complètes et 30% palette picking, et enfin prise picking, et puis donc on va aller sur du 30% palette complète et 70% picking. Donc on change les données d'entrée. Ce risk management aussi, hein, alors c'est là qu'on parle, pardon, donc d'incendie, c'est là qu'on parle d'arrêt suivi d'activité, c'est comment est-ce que je mets en place un plan de continuité. Donc ça fait partie des options sur lesquelles on peut compléter donc une étude de faisabilité, on peut rentrer dans en projet détail en disant qu'est-ce qu'on fait si si on a mis un système avec un transstocker en plein milieu de notre entrepôt, c'est lui qui distribue tout et c'est lui qui est en panne. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc ça permet aussi d'être vigilant et d'anticiper des questions vis-à-vis de différents fournisseurs. Alors, très vaste sujet, hein, encore une fois que l'étude de faisabilité, on a abordé plein de points, on n'a pas forcément eu le temps de les creuser. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'en savoir plus. Faut qu'on se méfie. Tout à l'heure, je vous disais attention, si on aborde tout seul un plan qu'on aurait dû faire en mode projet, on risque de se planter. Là ici, oui, il y a des mauvaises approches qu'il faut éviter. Le fait de traiter une solution globale sans regarder ce qui se passe avant ou après. Le fait de ne pas être allé chercher une vision étendue de ce qui se passe sur le marché, donc au-delà des limites fonctionnelles et commerciales. Le fait de ne pas faire du copier-coller d'une solution qu'on a déjà vue parce que c'est pas forcément que ça marche. Le fait de ne rien faire ou de ne pas innover du tout, hein, ou l'attente qu'on soit obligé de renouveler un produit qui est plus maintenu ou qui casse et qui est plus sous garantie. Donc voilà, donc à la place d'innover. Et puis donc encore une fois, il faut penser global par rapport au sujet. Donc ça, il faut vraiment y penser. Pourquoi? Parce que l'étude de faisabilité, en fait, va vous permettre d'avoir cette méthode de conception solide, testée, de consacrer du temps et des ressources en évitant de développer trop de projets qui soient trop courts. Voilà, avec donc une vision aussi sur la conception donc, des alternatives, une vision que peut vous offrir un cabinet conseil tel que Simco. Et aujourd'hui, sur des projets d'études de faisabilité ou même de mise en œuvre derrière, c'est sensiblement 40% des entreprises. C'est autant dans les grandes sociétés best in class que dans la totalité des sociétés. 40% font appel donc à des cabinets conseils. Ce qui permet, alors oui, effectivement, ça coûte peut-être un peu plus cher au départ, mais ça permet d'appliquer ce rouleau compresseur d'études de faisabilité, d'arriver sur les solutions avec le prise de recul et la connaissance du marché qu'on a des fournisseurs, et donc de vite faire croiser ces courbes entre combien ça m'a coûté au départ, finalement, et puis donc c'est quoi le coût et les impacts de la solution qu'on va avoir retenue. J'en ai fini sur le thème de l'étude de faisabilité, et tout au moins j'en aurai jamais fini puisque j'ai encore plein de choses à vous dire. Deux prochaines sorties chez nous, puisqu'on a un mois de juin qui est très, très axé sur la proposition et la vente de nos solutions. Nous participerons avec plaisir mercredi prochain, le 22 juin,
à Paris, donc à une table ronde avec organisée par Supply Chain Village avec une thématique que peut-on attendre d'un cabinet conseil. C'est du distanciel. Vous avez ici le site internet du Supply Chain Village. Vous pouvez vous connecter sans aucun souci et réserver donc ou vous inscrire donc, pour participer à cette table ronde en mode webinaire. Et puis donc le prochain webinaire de Simco en lui-même, c'est le 24 juin. Et ça, nous parlerons à cette occasion des systèmes d'information. J'ai tendance à dire pas de bon flux physique, si pas de bon système d'information au préalable. Et puis donc si vous souhaitez donc me contacter, n'hésitez pas www.simcoconsulting.com. Il y a une petite erreur sur l'adresse mail ici, sur l'adresse internet ici. C'est pas .fcom mais c'est bien .com. Et puis donc mes coordonnées, mon numéro de portable et ma ligne, mon mail direct b.qdel@simcoconsulting.com. Voilà, comme d'habitude, on avait un timing un peu chargé, il est midi moins 10. J'espère que vous avez des questions, vous avez pu en poser sur le chat du webinaire. Je vais vous remettre les coordonnées de nos prochaines sorties et je vais aller voir si vous avez posé des questions. Alors, est-ce que nous avons des questions aujourd'hui? J'ai peut-être oublié de prévenir, de vous informer en début de webinaire que vous aviez possibilité de poser des questions à la fin. Vous avez un outil de chat. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas encore de questions. Alors, on va garder quelques instants pour aller les chercher. Est-ce que nous avons des questions? Oui, nous avons une question ici. Alors, bonjour, est-ce possible de fonctionner en mode FIFO si notre entreprise travaille uniquement en 2000 lots? Alors, que je sois sûr de bien comprendre la question, le FIFO, first in, first out, j'ai pas de souci. L'entreprise travaille uniquement en 2000 lots. En 2000 lots. Ça veut dire que vous avez plusieurs palettes qui ont les mêmes caractéristiques pour générer le FIFO, j'imagine, et puis un autre lot qui génère également du FIFO. Ça veut dire qu'en fait, on va gérer les caractéristiques et de la traçabilité spécifique sur les produits. Et donc ça, on va typiquement en prendre en compte. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de sélection, donc de stockage plutôt sélectif ou densifié. Ça veut dire qu'ici, on doit à la fois gérer du stockage donc, en profondeur pour optimiser donc de la surface et à la fois pouvoir aller chercher donc ces notions de 2000 lots. Donc oui, on sait répondre à cette contrainte de 2000 lots et toujours de respect de FIFO. On peut faire du FIFO, on peut faire du FEFO, donc premier expiré, même s'il arrive après, la gestion des priorités avec les retours, etc. Voilà, donc avec un bon système d'information et on va savoir gérer ça sans aucun problème. Alors, on n'a pas beaucoup effleuré, mais la semaine prochaine, on se donne rendez-vous sur la partie système d'info. On peut avoir cette notion donc de traçabilité qui va nous permettre de gérer soit dans le WMS, donc l'outil de gestion d'entrepôt qui va lancer des vagues de préparation, soit dans le WCS si on a un système automatisé pour aller chercher donc c'est l'algorithme qui va mettre en route donc tous ces automates donc qui vont nous permettre d'aller mettre en place finalement les solutions qui vont bien pour gérer ces contraintes de FEFO, de FIFO, de LIFO, etc. Ou pas d'ailleurs, puisqu'on peut ne pas imposer de critères au niveau donc de ces lots et de la sélection des produits.
Alors, est-ce qu'on a une deuxième question? On va attendre encore quelques instants pour une deuxième question. N'hésitez pas, vous avez un outil de chat, hein, à poser vos questions sans aucun problème. J'ai une question ici. Est-ce que si on a un sujet qui ne concerne que le système d'information, nous avons un passage obligé par l'étude de faisabilité? Alors, le passage obligé, pas forcément, mais vous avez quand même des gros avantages. Pourquoi? Parce qu'un changement de système d'information veut dire que vous allez à un moment donné devoir analyser, réaliser un schéma des flux physiques, flux d'information avec les différentes étapes, et que à un moment donné, vous allez aussi vouloir traiter du volume et des stratégies de préparation de commandes. Et donc, l'étude de faisabilité va nous permettre, alors elle va être moins ciblée sur les outils d'automatisation, les outils de stockage, de préparation de commandes, mais elle va nous permettre de vérifier, de valider l'adéquation et la réponse des systèmes d'info par rapport aux besoins clients ou par rapport à la transformation, et peut-être que ça aura un impact sur l'organisation des postes de travail. Donc oui, on peut aussi faire une étude de faisabilité basée plutôt et orientée plutôt sur des systèmes d'information. Alors peut-être qu'on peut la nommer différemment, mais en tout cas la logique va être la même. Et j'ai une troisième question qui arrive ici sur la durée d'une étude de faisabilité. Alors, je ne sais pas, je suis normand peut-être. Euh, Tout dépend en combien de temps vous êtes capable et en mesure de nous sortir les données qui vont alimenter donc nos études. Euh, En général, on va tabler sur allez, 3 mois, 4 mois à peu près pour une étude de faisabilité, avec des échanges, des allers-retours pour bien comprendre vos données, pour bien comprendre vos stratégies et pour derrière aller vous faire des suggestions de mise en œuvre de nouvelles solutions. Encore une fois, que ça concerne l'amélioration continue ou que ça concerne un pavé important d'innovation. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Il est midi moins 2. Je vais peut-être passer un peu rapidement sur certains sujets. N'hésitez pas, je vous remets mes coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter. C'est avec plaisir. Il n'y a aucun engagement. C'est avec plaisir qu'on saura répondre à vos attentes. Merci à vous pour avoir suivi ce webinaire. Rendez-vous sur les attentes d'un cabinet de conseil Expedition Village, c'est pour mercredi. Rendez-vous à notre prochain webinaire donc orienté et dédié donc au système d'information. Merci à tous, à très bientôt, bon appétit.